Bonjour, c'est CycloGP pour une nouvelle vidéo. Donc ça faisait combien de temps? 2 mois à peu près que je n'ai pas présenté de vidéo. Bon, vous m'en excuserez. J'ai eu quelques petits problèmes de santé dernièrement. Et puis tout simplement, je veux changer d'ordinateur. Mon ordinateur, il a 15 ans, c'est mon ordinateur de l'École nationale d'architecture. Donc il faut le changer maintenant. J'ai regardé un petit peu par rapport à mon anniversaire qui a lieu il y a 15 jours. Ce que je pouvais prendre comme modèle, donc ça va venir. Pour l'instant, avant, on prendrait quelques petits formats. Avant, Trajectoire brisée, dont le premier numéro, vous voyez, sera consacré à Sheryl Ingrass. Ensuite, on aura Philippe Strife, Paul Warwick, Daijiro Rikato, Roberto Guerrero, Motsurugi Kujamine, plusieurs pilotes cette année. Mais pour le moment, on va s'intéresser à un 7-8 points, dont un focus consacré aujourd'hui à Marc Marquez et un Le saviez-vous consacré au premier Grand Prix du Portugal, qui, figurez-vous, ne s'est pas courir au Portugal, mais à Rarama, en 1987. Mais pour le moment, nous allons donc nous intéresser à cette toute nouvelle saison 2023, qui démarre avec certes un plateau réduit par rapport à l'an dernier, mais déjà sur les chapeaux de roue. Une saison 2023 qui débutait donc ce dimanche à Portimão sur le Grand Prix du Portugal, disputé sur l'autodrome international de l'Algarve, pour ce qui constituait le premier des 21 Grands Prix. Donc on n'ira pas en Finlande ni en République tchèque cette année ni en Aragon. Par contre, on ira en Inde et au Kazakhstan avec un plateau réduit de 2 pilotes et même de 4 pour ce Grand Prix d'Argentine puisqu'ils ne seront que 18. Et tout ceci pour ce qui constituait donc la première statistique, 37, le nombre d'années depuis laquelle nous n'avions pas eu une ouverture européenne pour le championnat du monde de MotoGP. Que je n'avais que 1 mois et 3 semaines lorsque ce Grand Prix s'est couru, donc c'est quand même dire. Le Grand Prix d'Espagne 1986, disputé à Rarama ce 4 mai 1986, était donc le premier Grand Prix de la saison 1986, dernière saison uniquement européenne hors 2020 à se courir en MotoGP. Puisque nous n'avions aucun Grand Prix ultramarin en 1986, c'était également la dernière pole position de Freddie Spencer qui allait connaître une fin de carrière absolument horrible et anonyme, traîner sa misère durant des années, sans jamais retrouver son niveau après l'exploit de 1985. C'était également la première victoire de Wayne Gardner, qui en 1987 serait champion du monde, marque également un des points culminants de ce conflit qu'on allait appeler le conflit Herta-FIM, qui allait dégénérer jusqu'en 92 et donner la fameuse saison Bernie en 1992, sur laquelle j'aurais dû vous consacrer une série que, je m'excuse, je ne pourrais pas vous faire pour le moment, faute de droit. Les départs du MotoGP, ça a toujours été un problème. Et là, en fait, lors de ce Grand Prix d'Espagne 1986, ça va vraiment poser une question. Faut-il interdire le départ à la poussette? Le départ à la poussette existe depuis 1949. Il est anachronique et très dangereux ce jour-là. Takaishi Taira, qui part en première ligne, est accroché par Stefan Mertens, qui partait quelques mètres plus loin. Le poleman cale également, c'est 5 pilotes qui chutent, 8 pilotes en tout dans ce premier tour, un drapeau rouge est déployé. Les pilotes arrivent à la fin de ce tour de 3 km 4 lancés, ça provoque encore un micmac pas possible. Et donc ici, l'IRTA qui vient d'être créé se saisit de la question et décide de faire interdire le départ à la poussette pour un départ à l'embrayage. Départ à l'embrayage qui progressivement va être poussé. Ici, 1993, première saison sans Bernie Ecclestone, donc seconde statistique, 30 ans en fait que la Dorna est seule désormais aux commandes des droits de la moto. À partir de 93, on fait des grilles à 4 et plus à 5, tout simplement. Et c'est vraiment le début de la moto telle qu'on la connaît à l'heure actuelle maintenant. C'était également en 1993, la dernière saison où nous n'avons pas eu de Grand Prix de France, puisque le Grand Prix de France n'avait pas eu lieu. C'était également la dernière saison de Ron Aslam, qui était un pilote de légende. C'était le pilote des Moto Elf, qui était un pilote qui avait été extrêmement complet, qui avait y compris couru le Tourist Trophy, qui avait couru énormément, et qui décidait en 93 de se retirer après un dernier Grand Prix. Et normalement, il aurait dû courir un Grand Prix avec son fils, devenant ainsi le premier père-fils à courir, mais ça ne s'est pas produit puisqu'il s'est blessé en 2000. C'était également la première saison sans Eddie Lawson, puisque Eddie Lawson avait décidé de se retirer pour se consacrer avec brio à l'IndyCar et à la formule historique à l'heure actuelle. Mais également, c'était la dernière saison justement de Freddie Spencer, qui, l'année de naissance de Marc Marquez, puisque Marc Marquez est né en février 1993, c'était donc son année où il décide de se retirer enfin, parce que après avoir traîné sa misère et enfin compris ce qui lui arrivait, il décide de se retirer. Parce qu'il avait tout simplement plus du tout le niveau d'un point de vue physique. Et c'est pour ça que je vous parlerai de Marc Marquez et j'en ferai un parallèle, parce que pour moi, il y a un vrai parallèle à faire entre ces deux pilotes, c'est-à-dire des prodiges qui connaissent des fins de merde. Voilà. 16. Comme la troisième statistique concernant la Moto 3 et l'unique concernant la Moto 3, 16, c'est comme la place de Diego Moreira, pilote brésilien sur la grille de départ. Le jeune brésilien de 19 ans a remonté 13 places pour aller terminer 3ème, ce qui est le premier podium d'un pilote brésilien depuis Alex Barros au Grand Prix d'Italie
en 2007, Alex Barros, véritable légende de la moto sud-américaine, sur laquelle on reviendra dans le prochain focus concernant le Grand Prix d'Argentine. C'est tout simplement le meilleur pilote brésilien de l'histoire de la moto, puisque c'est un pilote qui, après des débuts modestes, va signer 7 victoires en 500, 5 pôles, être un des gros outsiders de la 500 durant des années, piloter jusqu'à l'âge de 50 ans, et signer ici des performances qui en font le meilleur pilote sud-américain avec Carlos Lavado, Sebastián Porto, notamment dans ces dernières décennies. Morihara, pour moi, se présente vraiment comme un des successeurs. C'est-à-dire que c'est un pilote qui tout doucement a progressé, a jamais montré des grosses choses, mais qui l'année dernière termine dans le top 10, et là termine 3ème, et se montre vraiment comme un bon pilote. On a également Daniel Olgado, qui tout tranquillement fait son trou, et ici s'impose. Devant Damian Munoz et Hugo Morihara. Ce sont en fait des pilotes qui ont profité justement de la faillite des favoris, puisque Sasaki, qui était en pole, et qui est les plus expérimentés, finalement n'arrive pas à concrétiser. Rueda derrière également ne concrétise pas, donc ils en profitent et vont terminer sur un podium qui est justement est un peu comme cette catégorie, c'est-à-dire qu'en fait en Moto 3 ce qu'il faut comprendre c'est que très souvent, encore comme dimanche, il y a 30 secondes entre le premier et le dernier, c'est très serré, ça se bat tout le temps, ça va beaucoup empaquer, c'est très régulièrement justement des cadres très concurrentiels où tu peux passer littéralement des points de la victoire à peu de points sur une erreur, mais aussi qui est extrêmement dangereuse puisque l'année dernière on a eu des morts dans une toute petite catégorie en Rookie Cup, c'est justement une catégorie qui est aussi assez dangereuse. Maintenant on va passer au Moto 2. 9. Comme le nom de l'année qui a fallu attendre pour avoir un Tchèque en pole. Avec Jakub Kornfield en 2014. Ici, Filip Salač met fin à une dizaine de près de 10 ans pour les pilotes tchèques en signant la pole position. Malheureusement, il ne signera pas le podium, battu par ses deux compagnons de première ligne et pour la 3ème place de peu. Un Grand Prix finalement moins serré qu'en Moto 3 puisque nous avons 30 secondes entre le 15e et le premier. Mais un Grand Prix tout de même qui reste fort intéressant puisque, outre Salač, ici, Canet et Acosta nous annoncent un super duel cette année. Je pense que Pedro Acosta, pour moi, c'est vraiment, puisqu'il n'a même pas encore 20 ans, le successeur de Marc Marquez, mais en version beaucoup plus posée. Plus une version Rossi, vous voyez, quelqu'un qui peut gagner énormément de titres en étant posé, méthodique, sérieux, et en plus avec la tête sur les épaules, puisque c'est quelqu'un qui a quand même clairement dit qu'à la fin de sa carrière, il reprendra la pêcherie familiale, puisque c'est un fils de pêcheur, il va en hiver aider son papa. C'est quelqu'un qui a quand même réussi l'exploit que seul Capirex avait réussi de remporter dès sa première saison le championnat Grand Prix dans la plus petite des catégories, le Moto 3, donc l'ex 125, qui s'annonce clairement comme un favori et qui, je pense, va tout mettre en œuvre pour battre Aaron Canet. Voilà, simplement. Et Canet également un Canet, pilote de talent également. Un peu plus vieux, mais pilote de talent. Ici, on a deux successeurs, ici, je pense, pour Monsieur Marquez. Parce que Marc Marquez, il va falloir maintenant ouvrir la succession, puisque clairement, Marc Marquez, maintenant, montre clairement ses limites, depuis son accident. Salač, quant à lui, effectivement, remet un peu sur le devant de la scène la Tchéquie, qui était quand même un pays qui avait un super circuit, franchement, la Tchéquie, mais Brno, pour moi, c'était le plus beau circuit du championnat, quasiment, avec du dénivelé, un super circuit, ça permet de tracer, surtout un circuit historique qui était là depuis les années 60, qui avec le Sachsenring avait été l'épicentre de cette moto ultra dominante des pays de l'Est dans les toutes petites catégories dans les années 60-70, puisque les Tchèques c'était les rois là-dedans, avec les Allemands de l'Est, ici, et donc ça avait tout remis en MotoGP, avec 3 stades sur MotoGP. 1. Comme la première des 21 courses sprint cette année. Nouveau format, adopté du Superbike et des championnats, notamment Superbike américain et japonais, notamment, où c'est le cours depuis notamment la création du Superbike, puisque nous avons toujours eu cette manche sprint en Superbike et cette manche longue. Là, c'est une nouveauté. La moitié de la distance, à peu près parcourue lors de cette manche sprint, tous les pilotes, et ça détermine donc la grille de départ, et non pas la pole. La pole, elle est déterminée la veille. Pole position, cette année acquise par Marc Marquez, première de la saison. Victoire de Pecco Bagnaia, mais surtout, déjà, 2 énormes crashs. Paul Espargaro, qui crash à Tech 3 très violemment et qui se fracture plusieurs vertèbres, la mâchoire et une grosse contusion, ce qui va l'éloigner plusieurs mois des Grands Prix. Et Enea Bastianini, percuté par le demi-frère de Valentino Rossi, donc Luca Marini, qui pourtant avait réussi franchement des super essais hivernaux et un très bel entame, qui le percute. Bastianini, omoplate fissuré, ne pourra pas participer donc la semaine prochaine à Rio de Orlando, à Termo de Orlando. Mais aujourd'hui, on va en apprendre, il n'a pas besoin d'opération, donc il espère revenir d'ici peu. Et voilà, ça fait déjà 2 coureurs de torchés, déjà, avant même la course.
Maintenant, on va passer à un second point, vous allez voir, et on passera à un dernier point, et après on parlera, comme je l'ai expliqué, du focus sur Marquez, est-il fini, et sur le Grand Prix du Portugal 87. 2. Comme le nombre de victoires de Pecco Bagnaia ce week-end. Francesco Bagnaia s'est imposé 2 fois ce week-end, lors de la manche sprint et lors de la course principale, étant assez peu inquiété au final, hormis par Vignales lors de la course principale, qui revient à moins d'une seconde, mais sinon il est assez peu inquiété. C'est vraiment une victoire dominante qui marque en MotoGP, c'est-à-dire un pilote qui s'affirme et qui, après avoir perdu de justesse le titre face à Quartararo en 2021 et l'avoir gagné de justesse l'an dernier, cette année, semble vraiment parti pour faire une saison très dominante. Les Ducati, c'est quand même 4 sur 5 dans les 5 premiers. Avec une Aprilia, c'est le vrai retour des motos italiennes qui pendant très longtemps avaient été écrabouillées par ce trio infernal Suzuki, Honda, Yamaha, qui écrasait tout et qui avait même forcé les Italiens, ça passait une certaine période, à complètement quasiment se retirer de MotoGP. Maintenant ils reviennent, tant mieux, on va enfin avoir une vraie opposition. Ce qu'on attend depuis nous, les fans de moto, depuis très longtemps, depuis les années 70-80. 2 également comme le nombre de Français que nous avons dans cette catégorie et dans les 10 premiers, puisque Quartararo sur une Yamaha plus que perfectible réussit finalement à terminer 8ème après avoir totalement raté son début de course, et Zarco, comme d'habitude, signe une place, 4ème sur sa Ducati, Pramac. Encore un pilote sur lequel il va falloir compter, même si Zarco c'est pas un pilote qui s'impose souvent, c'est un pilote qui souvent est très régulier, est à l'avant, et qui est souvent victime de la chance. 4, comme le nombre de pilotes forfaits pour le prochain Grand Prix, ce qui fait simplement 18 engagés, soit l'un des plus faibles total. Il faut peut-être même remonter, mais je pense même qu'en 2009, il y avait plus d'engagés. La CRT, bien sûr, qu'il y en avait plus, mais il faut sans doute remonter en 91 pour voir aussi peu d'engagés au départ d'un Grand Prix. C'est extrêmement rare de voir moins de 20 engagés. Là, il y aura donc seulement 18 engagés, avec le forfait donc, de Polo Espargaro que je vous avais déjà expliqué précédemment, celui-ci d'Yannick Bastianini également. Donc, on va y ajouter celui-ci de Marc Marquez, qui, victime d'une fracture sur sa main, qui est déjà passablement endommagée, déclare forfait, et sans doute pas pour un Grand Prix, pour plusieurs Grands Prix, sans doute, ça sont déjà ruinés, je pense, pour moi. Et ensuite, sa victime collatérale de sa bévue du 3ème tour, Miguel Oliveira, qui est lui aussi victime d'une fracture, va devoir déclarer sans doute forfait pour le Grand Prix d'Argentine, voire pour le Grand Prix des États-Unis. Maintenant, donc, on va revenir sur Marc Marquez. Le focus, donc, aujourd'hui consacré à Marc Marquez, et une question. Marc Marquez est-il fini ? Malheureusement, moi je pense que Marc Marquez il prend de plus en plus ce chemin d'un Freddie Spencer. Freddie Spencer, petit rappel, Freddie Burley Spencer, né en décembre 1961 en Louisiane, était littéralement, il y a 40 ans, le petit génie de la moto. En 83, lorsque son grand adversaire de l'AMA, Eddie Hassan, Steady Eddie, arrive, c'est le pilote qui va mettre fin à la domination de Kenny Roberts Sr., qui était la première star américaine à arriver en moto. À terme d'un duel hyper serré, pourtant, fin 1980, lorsqu'il débarque, c'est loin d'être gagné. La NR est très réactive. Un jour, il sera 5ème et devra abandonner. La meilleure place des poteaux sera 13. Tout pourquoi ? Parce que Honda avait fait le pari d'une technologie ultra agressive avec un moteur 4 temps à piston rotatif, cadre monocoque extrêmement innovant, un peu à la manière de Elf dans les années 80, une technologie qui était ultra agressive mais qui n'a jamais marché. En 1982, il change de moto. Il arrive, il signe déjà 2 victoires. Et en 83, il est champion du monde pour 2 points face à Roberts. Et surtout, ça marque le début d'une ère de dominance qu'on a rarement vu en moto. Tout simplement, en 3 ans, Freddie Burley Spencer va signer quasiment 30 victoires, 27 victoires, dont un doublé qu'on n'a plus jamais revu depuis. Un doublé à tel point que ça a été interdit par le règlement depuis. C'est interdit depuis de courir dans 2 catégories différentes, hors par exemple Moto E et 500. Mais ici, pour le coup, en 83 il gagne, en 84 il ne participe qu'à 5 courses avec la nouvelle Honda, il gagne 4 sur 5 courses. Et en 85, il fait le doublé 250, 500, il gagne quasiment toutes les courses auxquelles il participe. Quasiment. Il descend quasiment jamais du podium, à part à 2 reprises en 250. Mais, ce qui se passe, c'est que tout simplement, physiquement, il a trop donné. Et en 86, à Daytona, il prend une mauvaise gamelle, il se casse la clavicule. Il n'écoute pas le conseil de ses médecins, il va en Espagne au mois de mai, il signe la pole position. On se dit, Spencer, il est reparti pour exploser tout le monde. Mais malheureusement, ses blessures se réveillent. Il reprend une gamelle, ça se réveille. Et là, il va louper quasiment toutes les 186 le temps de se soigner. En 87, il revient.
il reprend une gamelle, et là il souffre de vision double. Donc il porte des lentilles de contact pour corriger ça. Il rechute, il se reblesse. Il va passer son année à rechuter, à se reblesser, à rechuter, à retenter de revenir, à se reblesser. Il va jamais vraiment revenir. Et là on se dit, fini, parce que Lawson le défonce, Rainey le défonce. Il se fait défoncer. Ça devient quasiment pathétique. Il a pris du poids en plus parce qu'il pense que musculairement il est pas assez fort, donc il prend du poids pour essayer d'être un peu mieux. Mais ça marche pas. Honda le remercie. En 88, il prend une année sabbatique. En 89, il revient chez Yam. Il prend vraiment une mauvaise gamelle, il souffre de commotion. Il va revenir. Il va essayer. À un moment, on va peut-être dire, il revient. Il est 5ème d'un Grand Prix. Il commence à revenir. Il commence à revenir régulièrement dans les gros points. Mais non. Il prend une mauvaise gamelle et là, Giacomo Agostini, son patron, lui dit, va voir Claudio Costa, parce que là, c'est sérieux. Tu as un vrai problème. Ça peut te mettre ta vie en danger. Tu vas à double. Tu vas pas bien, t'es pas bien, on voit que t'es pas bien. Il omet d'aller voir Costa, et là, ici, il est viré. Il ne reviendra jamais, hormis en 93 en MotoGP. En 93, il est engagé par Yamaha France pour piloter une moto donc préparée par Rosset, c'est-à-dire une moto de seconde zone, pour essayer un énième retour. Et cette fois-ci, il se rend compte de toute façon que malheureusement, et en plus avoir eu son ami Rainey prendre une énorme gamelle, parce que Rainey cette année-là prend une énorme gamelle, et là c'est le signe de trop pour lui. Rainey finit paralysé. Il arrête, finalement. Il arrête à 32 ans pour ouvrir une école de moto et se retirer tranquillement. Je ne pourrais être plus heureux pour toi. Profites-en bien. Ainsi, Freddie Spencer a accueilli il y a 10 ans le premier titre de Marc Marquez, qui était donc son successeur au niveau précocité. Mais 10 ans plus tard, leurs trajectoires sont vraiment troublantes eux deux. Est-ce que Marquez ne devrait-il pas faire la même chose ? Marquez, il a 30 ans. Il a encore tout l'avenir devant lui. Il peut, franchement, à 30 ans, faire une transition rapide vers le sport automobile ou vers le 2 roues non motorisé, par exemple, ou vers un autre sport, et marcher très rapidement. Il est au pic de sa forme. Marquez, il est au pic, au niveau physiquement, il est au pic. Il est vraiment dans ses meilleures années. Là, Marquez, pour moi, c'est le même chemin. Marquez, c'est quand même quelqu'un qui arrive en 2008 sur une moto de seconde zone, qui commence tranquillement, qui en 2009 déjà commence à montrer que c'est un bon pilote en terminant deuxième, en ayant éclaté le championnat, mais à cause d'une place de championnat du Portugal, il n'est pas champion du monde. En 2010, il est champion du monde 125. En 2011, il est là pour apprendre et il termine second du championnat. En 2012, il écrase le championnat Moto 2. En 2013, donc, il va arriver. Dès son premier Grand Prix, il a réussi un exploit que seul Kenny Roberts avait réussi. Podium, derrière Casey Stoner. Début de saison, on voit qu'il va être champion du monde. Comme Freddie Spencer en 83, en fait, il va battre les records de Freddie Spencer avec un style qui est assez proche, tout en glisse, mais en version encore plus agressif, encore plus risque tout, d'où un nombre incalculable de gamelles. C'est les pilotes qui tournent le plus. Mais ça l'empêche pas de dominer. Et symptomatiquement, Laguna Seca, il va quand même littéralement aller carénage contre carénage face à Valentino Rossi, le dépasser à l'intérieur du corkscrew qui est l'un des virages les plus difficiles du championnat, et s'imposer. Il sera champion du monde. Dès sa première année, seul Freddie Spencer avait réussi à le faire. Quasiment. 2014 et 2013 seront du même acabit, c'est-à-dire une grosse dominance, jusqu'à 2015, qui marque les premiers doutes avec une moto qui ne lui convient pas. En 2015, c'est plus dur. En 2015, il a une mauvaise moto. Il termine que 3ème. Mais entre 2016 et 2019, il ne descendra quasiment jamais du podium. Et il va faire une ère de dominance qu'on n'avait jamais vue depuis Valentino ou depuis Nick Doohan, tout simplement. C'est un monstre. Ça fait partie de ces pilotes qui, comme Rainey, Surtees, Halewood, Agostini, c'est l'apothéose. Avant la chute, et une longue et vilaine chute, à la Freddie Spencer, justement. Espagne 2020. Après un Grand Prix du Qatar annulé pour cause de coronavirus, pour l'épreuve des MotoGP, en plein week-end, bien sûr, cette épreuve est annulée, comme vous le savez. La saison prend réellement son début en Espagne. Ici, il sort une première fois lors du Grand Prix. Il arrive à sauver la moto. Ce qu'il ne se rend pas compte, c'est qu'en fait, il a dégradé sa moto, il a cassé une pièce dessus. Quelques temps plus tard, dans un virage, il est victime d'un violent accident. Sa moto s'envole à plusieurs mètres de haut. Avec le pilote, il s'envole, il retombe très violemment sur son bras, et là, il se casse l'humérus. Tout de suite, on voit qu'il se casse quelque chose. Le docteur Costa lui dit: prends ton temps, va te faire soigner. Et le docteur Costa, il a quand même 80 ans, donc il a de l'expérience. Il lui dit: va te faire soigner, fais attention. Lui, il va prendre le choix de se faire opérer tout de suite, ce qui est une erreur. Sans réduction, il se fait opérer. Et
Ça va être mal fait d'ailleurs. Ça va être mal fait, ça va être fait rapidement. Il va traîner ça, mais comme un boulet. En 2021, il revient. Il regagne 3 Grands Prix. Oui, mais il éprouve vraiment des douleurs, donc en fait, il se refait opérer. Et là, le médecin qui l'opère lui dit Et ici, le médecin qui l'opère de nouveau se rend compte que le travail a vraiment été fait comme un sagouin. Ça a été très mal fait, et c'est ce qui lui cause ses douleurs, notamment le syndrome de Loge. Donc, il le réopère vraiment bien. Mais malheureusement, début 2022, sur le même circuit en Espagne, il reprend une gamelle, et surtout plus grave, en Indonésie, il reprend une gamelle, et là, il développe une diplopie, c'est-à-dire une vision double. Comme Freddy Spencer en santé. Mais attendez, vous imaginez qu'on dirait une moto, voyons-nous, moi je vois bien en cyclisme déjà. En cyclisme, quand ça pleut dans une descente, moi, avec ma vision, en étant hyper métrope et astigmate, c'est hyper compliqué, je peux pas prendre les virages correctement. Donc, avec 200 km/h de plus que nous en vélo, bah ouais, vous pouvez pas, simplement. C'est physiquement pas possible. Pourtant, Marc Marquez, finalement soigné relativement correctement après ses 2 chutes, revient et signe un podium en Australie. Nouvel espoir, finalement déçu. À l'intersaison, comme en 2022, la Honda, depuis quelques années, en fait depuis ce titre de 2019, se montre rétive, assez dur à conduire, pointu, et Marquez il est quand même diminué. Donc de ce fait, lui et même son coéquipier, ils sont en fait confrontés à une moto qui est dure à conduire, ce qui le pousse à la surconduite. Et ainsi, ça loupe pas, il chute, il continue à chuter, il continue à se blesser encore plus, ou alors à commettre des grosses erreurs. Certes, ce week-end, il signe la pole position, il termine 3ème de la course sprint, oui, mais au 3ème tour de la course, il commet aussi une énorme bévue. Il essaie de dépasser, on ne sait pas comment, il touche Jorge Martin, et il percute Oliveira surtout, et il percute surtout Oliveira dans la coque dorsale. C'est-à-dire que si on avait été il y a une vingtaine d'années, il aurait été paralysé. Ou, en tout cas, sérieusement blessé à la colonne. Oliveira, c'est peut-être l'accident de trop. Et là, en plus, pour le coup, il met les pilotes en danger. Il se met lui-même en danger, puisque ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'à force de se péter les bras, les nerfs y prennent. Oui, mais quand les nerfs, on sera paralysé d'un bras. Il sera monoplégique. Et dans la vie courante, ça handicapera et à vie. Parce qu'il aura voulu aller trop loin, beaucoup plus loin qu'un Spencer qui avait été justement assez raisonnable en arrêtant avant que les dégâts soient trop importants. Donc pour moi, le conseil que je vous donnerai à Marc Marquez, c'est tu as 30 ans, il faut que tu arrêtes. Fais autre chose. Passe au sport automobile. Tu seras doué. Franchement, il a fait des essais. Il était pas mauvais. Il était à 1 seconde des mecs. Qui passe au Mans. Au Mans, il y a Honda qui se met au Mans. Bah, qu'il aille piloter. Je suis sûr que ça sera un super pilote. Qu'il fasse du rallye. En fait, qu'il fasse comme Rossi. Ou alors, qu'il fasse comme Ben Spies. Ben Spies, par exemple, il est passé complètement autre chose. Ben Spies, il est passé au cyclisme. C'est quelqu'un qui avait une équipe de cyclisme à côté. Il est passé au cyclisme. C'est devenu un des meilleurs cyclosportifs américains. Et un des meilleurs coureurs de critérium, c'est-à-dire de circuit court aux États-Unis. Avec une équipe en plus qui a révélé des coureurs qui sont maintenant dans certaines grosses équipes américaines. Chez qui il a formé. Donc il faut vraiment qu'il passe à autre chose. Je sais pas, c'est un fan de foot sinon. Qu'il aille intégrer le staff du Barça par exemple, lui qui est catalan. Il va falloir maintenant se poser la question, et je pense que je referai un focus dessus, ça continue comme ça, ce Marc Marquez, sur Marc Marquez, il va peut-être falloir qu'il pense à arrêter un jour. Il a 30 ans, il a toute sa vie devant lui, ça serait complètement débile que Marc Marquez, il s'arrête à 33-34 ans, paralysé d'un bras, parce qu'il a voulu trop donner. C'est louable de vouloir trop donner, mais des fois il faut savoir aussi se retirer des fois, avec beauté, plutôt que de finir comme une grosse merde. Ou finir comme un Ernst Deckner par exemple, il y a 60 ans, bourré aux opiacés, pour la chute de trop. Maintenant on va passer un tout petit focus, le saviez-vous, sur le premier Grand Prix du Portugal qui ne s'est pas déroulé au Portugal, mais en Espagne sur le circuit de Rara, il y a 36 ans. Le saviez-vous, le Grand Prix du Portugal 1987, premier Grand Prix du Portugal de ce nom, n'a pas été organisé au Portugal, mais en Espagne, à Jarama, Espagne, pays de la moto, s'il en est, puisqu'on avait Derby, Buitalco, Henri Nieto qui venait d'arrêter sa carrière, on avait Garriga, Martinez qui dominait la moto de leur catégorie. Bref, c'est vraiment, il fallait récompenser ce pays, qui était le plus gros pourvoyeur au niveau moto, pilote, notamment dans la petite catégorie. Vraiment ce pays qui adore la moto, l'Espagne, en lui filant l'organisation d'un second Grand Prix. Donc, on choisit Jarama dans la banlieue de Madrid pour organiser Jarama qui n'avait pas le Grand Prix d'Espagne qui venait d'être donné à Jerez, 87. Ici, pourtant, on va bien voir déjà les limites
Circuit totalement inadapté, en disant pourquoi ils avaient quitté le circuit, tout simplement parce que c'était une couille chaque année ici. Stand trop petit, catalogue trop petit, les spectateurs qui ont fait n'importe quoi, et notamment les spectateurs sautent les barrières de sécurité pour aller se faire photographier avec la moto de Taïra lors de l'épreuve principale. Il y a un policier qui essaie de les faire partir, prend des bouteilles, c'est dire. Les rails sont trop petits, sont même pas bordés de ce qu'il faut, c'est-à-dire des filets de sécurité pour empêcher que les motos décollent. Si jamais des spectateurs qui puissent justement ne pas blesser les spectateurs ou tuer des spectateurs. C'est même donc vraiment un circuit qui est totalement inadapté, mais il fallait faire plaisir à l'Espagne. Pourtant, d'un point de vue sportif, c'est un Grand Prix intéressant. Ici, Anton Mang gagne son dernier titre en 250, devant son Renault Roth, avant d'être victime l'année suivante d'un très grave accident en Yougoslavie. Yougoslavie, circuit maudit pour les Allemands, puisque Renault Roth, il laissera quasiment la vie en 90, il laisse son genou. À 40 ans, il doit arrêter sa carrière, Mank, alors que Mank, il jouait encore son 3e titre, son 4e et dernier titre. Lors de ce Grand Prix, d'ailleurs, il avait dominé Garriga, Juan Garriga qui était le meilleur pilote espagnol dans ces grosses catégories. Le pirate, puisque Garriga, c'était notamment un pilote qui était notamment connu pour trafiquer de la cam lors des Grands Prix. Dans les petites catégories, par contre, on voit une nette domination, notamment en 80 espagnol, puisque Aspar Martinez va signer le seul hat-trick du week-end, s'assurant encore plus son titre de champion du monde qu'il a déjà acquis pour ce dernier Grand Prix 80, puisque la saison 125-80, les petites catégories, s'arrêtent ici, à la fin de la saison européenne. Ils ne feront pas la tournée sud-américaine. En 125, Gresini chute, c'est Casoli qui s'impose, empêchant ici Gresini de gagner toutes les courses de la saison. Wayne Gardner se rapproche du titre, va pouvoir jouer ce titre jusqu'au bout lors de cette tournée américaine. Il lui suffit de très peu de points pour aller gagner ce titre, mais il faut quand même qu'il aille les chercher. Lawson s'impose, Kevin Magee va signer ici, ce qui sera intéressant, son premier podium. Kevin Magee, c'est un pilote australien qui était très bon, qui était hyper doué, mais qui aura sa carrière contrariée, notamment sur une énorme bévue lors du Grand Prix des États-Unis 89, quand il fera un burn-out, et qui sera percuté par Bubba Schobert, ce qui lui occasionnera une blessure sérieuse au genou. L'année suivante, il subira le même mésaventure que Schobert, c'est-à-dire qu'il sera victime d'une très violente chute à Laguna Seca, qui le laissera dans le coma, et qui malheureusement compromettra sa carrière. Certes, il reviendra, mais plus jamais au même niveau. C'était en même temps des Grands Prix qui étaient assez intéressants d'ailleurs, parce qu'on voyait quelques pilotes débuter ici aussi. On a vu notamment Gardner qui a signé sa première victoire à Rarama, et Rarama, justement, sera un circuit qui sera délaissé, puisqu'en 88, ils accueilleront encore le Grand Prix d'Espagne, mais ensuite, ils n'accueilleront plus que des petits Grands Prix coup par coup, des circuits de réserve, par exemple le Grand Prix de la FIM, pour remplacer un Grand Prix qui est annulé, ou le Grand Prix de la Ville de Madrid en 98. Et depuis 98, donc 25 ans, Rarama l'accueille plus. À part un peu de Superbike, d'endurance et du CEV, maintenant, en fait, ils se cantonnent plutôt à des Grands Prix historiques, des événements historiques, des petits événements, parce que simplement le circuit, même s'il a été allongé, reste vétuste, donc ne peut plus accueillir, malgré une proposition de Grand Prix d'ici peu à Madrid pour la F1 et la moto, en fait ça sera pas ici. Donc c'était Lionel de la chaîne CycloGP, pensez à vous abonner, à mettre un petit like, c'est toujours sympa, à commenter, à partager, à faire connaître la chaîne. Je vous remercie de les abonner. Au revoir, bon, petite information, je vous sortirai pas de vidéo pendant 15 jours, je n'ai pas internet au gîte, où je suis dans le sud de la France. Au revoir.